Bien, on va s'intéresser à la dispersion d'une onde dans une fibre optique. Donc cet exercice est tiré du livre La physique en application, avec la référence qui est indiquée sur la droite ici. Euh, en fait, on va considérer une fibre d'indice n qui dépend de la longueur d'onde. Donc on appellera lambda 0 la longueur d'onde dans le vide. Donc bien sûr, dans le vide, vous avez la relation classique lambda 0 égale c sur nu égale 2 pi c sur oméga avec donc oméga égale 2 pi nu. Et on peut définir le vecteur d'onde comme étant en fait le cas dans le vide et une correction qui est l'indice, donc soit calculé à lambda 0, soit oméga, vu qu'il y a une relation simple entre les deux. Si vous préférez, on aura NE de oméga fois K0. Et K0 serait en fait le vecteur d'onde dans le vide associé à 2pi sur lambda 0. Et on pourrait aussi créer un 2pi sur lambda. Et on voit que dans ce cas-là, lambda qui serait dans le matériau, eh bien c'est en fait lambda 0 sur NE. Et lambda 0 étant dans le vide. Donc lambda 0 c'est la longueur d'onde dans le vide et lambda ça serait la longueur d'onde de l'onde dans le matériau où on diviserait lambda 0 par NE. Donc voilà pour juste un petit commentaire. Mais pour la suite, on se basera uniquement sur lambda 0, la longueur d'onde dans le vide. Et à partir de là, on va essayer de voir en fait la dispersion. Donc ce qui va se passer, c'est que les différentes longueurs d'onde vont se propager à des célérités différentes, ce qui va faire que vous allez avoir un étalement du paquet d'ondes. Et la question qui va se poser, c'est quel étalement peut s'autoriser sans perdre en fait le signal qu'on envoie. Et on supposera qu'au sein de la fibre, vous envoyez un signal avec un débit f, d'accord, donc qui sera en fait en bits par seconde. Donc ne pas confondre la fréquence avec laquelle vous envoyez, ou le débit, disons, avec laquelle vous envoyez l'information, tant d'informations par seconde, et nu, qui serait la fréquence de l'onde lumineuse. Voilà. Par exemple, vous envoyez une couleur rouge, par exemple, ou des micromètres. Ok. Donc dans un premier temps, on vous demande simplement, on va supposer que lorsqu'on envoie le signal à un niveau 1, c'est un niveau lumineux, et à un niveau 0, c'est un niveau éteint. Donc vous avez un laser, et en fait, l'éclairement du laser est haché, si vous voulez, avec des phases où il est clair, et donc le signal vaut 1, et des phases où il est coupé, et le signal vaut 0. Donc par exemple, si on veut représenter l'octet qui est ici, eh bien, au cours du temps, vous auriez des impulsions suivies d'arrêts, d'accord, selon que vous avez des 1 ou des 0. Et ça vous donnera un octet qui est envoyé. Et vous auriez la période, en fait, vous avez le débit du signal, d'accord, ça vous dit combien vous envoyez de bits, vu que c'est la fréquence en bits par seconde. Vous avez la période, si vous voulez, t, disons, de hachage de l'intensité lumineuse qui apparaît ici. Et donc c'est ça qui se passe, c'est pour un seul octet, bien sûr. Après, vous devez reproduire ça pour chacun des octets qui est envoyé. Voilà. Alors on va commencer par, il y a quelques questions assez élémentaires sur les différentes vitesses au sein de la fibre. Donc tout d'abord la vitesse de phase. Pour la vitesse de phase, on prend simplement la définition. Alors je rajoute ici qu'on suppose que le milieu n'est pas absorbant. Donc on va supposer qu'on ne va pas s'intéresser à l'absorption ici. Et donc en conséquence, le vecteur d'onde s'identifie à sa partie réelle. D'accord. Donc on peut appliquer les formules directement sur K, même si en toute rigueur c'est oméga sur la partie réelle de K. Mais ici, K s'identifie à sa partie réelle. Donc simplement, je prends la définition qui est proposée, j'aurai simplement V phi qui sera oméga et je remplace K par l'indice, en fait, oméga sur C. Et j'en déduis que V de phi, eh bien, ce sera simplement C, la célérité dans le vide, sur NE. Mais attention que NE dépend de la longueur d'onde, donc vous voyez bien que V phi dépendra lui aussi de la longueur d'onde. Donc en ceci, on aura donc un milieu qui sera dispersif. D'accord ? On voit ici que le milieu sera dispersif car la vitesse de phase dépend de la longueur d'onde dans le vide ou de la fréquence du signal, ce qui revient finalement au même. Ensuite, on va s'intéresser à la vitesse de groupe parce que ce qui nous intéresse ensuite pour la propagation, ce sera la vitesse de groupe et on essaie de vérifier une certaine formule. Alors, on va partir bien sûr de la définition de la vitesse de groupe.
vitesse de groupe qui est d de oméga sur dk. Et le plus simple dans ce cas-là, souvent pour la vitesse de groupe, c'est de considérer des calculs en différentiel, d'accord? Donc je vais repartir de k fonction de oméga égale ne lui-même fonction de oméga fois oméga sur c. Et je commence par différencier cette expression. Donc j'aurai en fait d de k qui sera d de ne fois oméga sur c. Attention que ne dépend de oméga, il ne faut pas le considérer comme une constante ici, plus ne sur c fois d de oméga. Alors maintenant l'idée c'est de réussir à exprimer d de ne. Donc bien sûr, je vais écrire d'abord le second terme en premier, ça ne change rien. Et ensuite, il faut que je considère, par exemple, dne sur d de oméga. Je peux écrire le dne comme ceci, d'accord? On considère que c'est finalement parce que la pulsation varie, donc ne varie, d'accord? Ce que j'ai fait ici, j'ai juste simplement écrit le d de ne, je l'ai écrit dne sur d oméga fois d oméga. Et vu qu'on veut la réponse en fonction de la longueur d'onde, l'idée c'est juste de faire une composition de dérivés avec d de ne sur d de oméga, c'est simplement d de ne sur d de lambda 0 fois d de lambda 0 sur d de oméga. Or, on sait simplement, d'après la relation au-dessus, que lambda 0, c'est 2pi c sur oméga. Donc 2pi fois c sur oméga. Et donc d de lambda 0, c'est égal à moins 2pi fois c sur oméga carré d de oméga. Donc si on préfère, d de lambda 0 sur d de oméga, ça fait moins 2pi fois la célérité dans le vide sur oméga carré. Et on reporte toutes les expressions, donc finalement on a d'où. Alors d de k, il y a le premier terme, donc ne sur c fois d de oméga, je le recopie, plus, alors je vais factoriser, d'abord je commence par oméga sur c, fois, je peux très bien écrire d de oméga maintenant, ce n'est pas très gênant, et le dne sur d oméga, donc c'est en fait dne sur d lambda 0, ce que je veux garder, dne sur d de lambda 0, et le d lambda 0 sur d de oméga, d'accord? On va le trouver ici, et donc on reporte ici, cette expression qui est là, et au final, ça nous fait donc moins 2pi c sur oméga carré. Si je regroupe un peu les termes, donc nec fois d de oméga. Et ici, je vais donc avoir un oméga qui disparaît. Et j'aurai donc 2pi sur... donc on va recopier ensemble, excusez-moi. Donc, pardon, donc je vais reprendre doucement. Alors, je vais avoir ici donc un oméga et un oméga ici qui disparaît. Il y a aussi un c qui passe à la trappe. Et finalement, j'arrive à donc d de ne sur d de lambda 0 fois moins 2pi sur oméga d de oméga. Ce que je peux finalement réécrire. Donc ce que je veux en fait c'est d de oméga sur d de k et finalement d'où d de oméga sur d de k en considérant dk ici et d d'oméga en factorisant. Ça va me faire 1 sur nec moins 2pi oméga fois dne sur d de lambda 0. Bon, l'idée est de multiplier en haut et en bas par c, ce qui va me faire c ne moins 2pi c oméga fois dne sur d de lambda 0. Et on retrouve ici, d'accord, le 2pi fois c sur oméga, c'est lambda 0, qui est écrit juste au-dessus, ici. Voilà. Et donc finalement, si on regroupe tous les termes, on obtient bien ceci. Ça va bien vous donner que d de oméga sur d de k, ça fait c sur ne moins lambda 0 d de ne sur d de lambda 0. Et c'est là qu'on fait apparaître finalement du fait que l'indice dépend de la longueur d'onde, on voit bien que la vitesse, c'est pas simplement un c sur n. C'est plus compliqué. Donc voilà pour le résultat. Donc on va pouvoir mettre en évidence ici.
C'était le résultat qui était demandé. Donc l'idée, en fait, c'est bien sûr de partir de la définition, de privilégier un calcul différentiel, et simplement cette petite idée ici de, voilà, de faire une composition de dérivés pour faire apparaître en fonction de la dérivée choisie. Alors maintenant, on va supposer que bien, le signal se propage dans la fibre, et la fibre présente une certaine dispersion chromatique, donc on va voir que ce terme-là va apparaître. Et en fait, vous envoyez deux signaux. Donc vous avez un signal qui est centré sur une longueur d'onde lambda 0 moins delta lambda, et un signal qui a une longueur d'onde légèrement supérieure, lambda 0 plus delta lambda. Et on suppose que l'écart entre les deux longueurs d'onde est faible devant lambda 0. Et en fait, lorsque ces deux composantes vont se propager, eh bien, vu qu'elles ont des longueurs d'onde différentes, leur vitesse de groupe va être différente. Et en conséquence, elles vont se décaler temporellement. Une va plus vite que l'autre. Donc pour parcourir la longueur de la fibre, l'une arrivera avant l'autre. Et on essaie d'estimer cet écart temporel. Donc pour estimer l'écart temporel, alors on va le faire en valeur absolue, au sens où on ne sait pas forcément au départ laquelle est la plus rapide. Ça va dépendre du signe de D de C, tout en fonction de la valeur ici de la dérivée seconde. Vous pouvez très bien avoir l'une ou l'autre des longueurs d'onde qui va plus vite dans la fibre. Donc c'est pour ça qu'on travaille en valeur absolue. Pour avoir forcément à la fin, ce qu'on veut, c'est l'écart temporel. Donc on aura le delta lambda qui sera en fait lambda 2, le temps de parcours pour la longueur d'onde la plus élevée dans la fibre, moins lambda 1. Et simplement, chacun des temps de parcours, c'est la longueur de la fibre divisée par la vitesse de groupe, évaluée donc soit à lambda 2, ou la longueur de la fibre divisée par la vitesse de groupe à lambda 1. Donc je peux bien sûr factoriser par le L, et si j'utilise la formule obtenue pour la vitesse de groupe, je peux aussi factoriser par un C au dénominateur, donc j'aurai du lambda sur C qui fait bien une durée, d'accord, et le dénominateur remonte au numérateur, et j'aurai, alors attention, il ne faut pas se tromper, on aura donc NE qui est une fonction de lambda moins lambda 0, d'accord, moins lambda 0 d NE sur d lambda 0, mais ceci étant évalué en lambda 2, toute cette expression doit être évaluée pour la longueur d'onde lambda 2, et l'autre, ça fera donc cette expression-là, d'accord, mais évaluée en lambda 1. Donc en fait, vous avez la même expression, mais évaluée pour deux valeurs voisines. Alors finalement, on peut calculer tout le terme, mais il y a une méthode un peu plus rapide qui consiste à, souvent dans ce cas-là, on pratique de faire ça, je peux introduire une application G, d'accord, qui finalement, à lambda, associerait NE lambda moins lambda dNE sur d lambda. Et vous voyez que le calcul là revient à évaluer G lambda 2 moins G en lambda 1. Or, on suppose que lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 0 sera en fait très très petit devant 1, car delta lambda sur lambda 0 est très petit devant. Alors j'ai fait une petite erreur que je vais corriger, parce qu'en fait les longueurs d'onde, ici c'est sur 2 en fait, excusez-moi, c'est parce que l'écart est delta lambda, donc si on veut un écart de delta lambda, il faut partir de moins delta sur 2, moins delta sur 2 de chaque côté, d'accord, donc l'écart total vaut delta lambda, et donc il faut un demi de chaque côté, et donc ici on a bien delta lambda sur lambda 0, donc on a bien delta lambda sur lambda 0 est supposé très petit devant. Et donc finalement, l'idée est que lorsque vous avez ça, lorsque vous avez deux valeurs voisines, on peut réécrire ça en dessous. En fait, vous avez delta tau, qui vaut donc L sur C, et la valeur absolue donc de G évaluée en lambda plus delta lambda sur 2, moins G évalué en lambda moins delta lambda sur 2. Et dans l'hypothèse où delta lambda sur lambda 0 est très petit devant 1, on fait simplement une approximation d'ordre 1, on assimile la dérivée au taux d'accroissement, et on va donc pouvoir écrire que ça fait au premier ordre, bien sûr, delta lambda fois d de g
sur d lambda. Ceci en valeur absolue. D'accord? Simplement, ce que je fais, c'est que je remplace, je dis que ça fait, avec un lambda 0 ici, c'est comme si j'ai lambda 0 plus delta lambda sur dj sur d lambda, et pareil l'autre terme, d'accord? Donc les termes, on a, enfin, dit autrement, j'assimile la dérivée au taux d'accroissement. Et maintenant, je n'ai plus qu'à dériver cette fonction-là. Or, si je fais d de g sur d lambda, ça vaut en fait, donc le premier terme, dne sur d lambda, moins la dérivée par rapport à lambda, de lambda, dne sur d lambda, c'est-à-dire dne sur d lambda. Le premier terme, donc ça fait, d lambda sur lambda, ça fait 1, donc ça fait moins d de ne sur d lambda. Et ainsi, il y a le deuxième terme, moins lambda fois d carré ne sur d lambda carré. Et les termes de plus bas degré, là, vont se simplifier. Et donc, finalement, on fait apparaître la dispersion chromatique, le moins lambda d carré ne, enfin, pas exactement la dispersion chromatique, mais quelque chose qui s'en approche. Voilà, un terme comme ceci. Et donc, finalement, j'obtiens que delta tau, ça fait lambda sur c fois donc le delta lambda. Et ce terme-là fait moins lambda d carré ne sur d lambda carré. Et bien sûr, in fine, ce terme-là, il est évalué pour la valeur centrale, d'accord? Donc il est bien sûr évalué à la dérivée. Vous la prenez quand vous faites f de x0 plus epsilon, vous écrivez f de x0 plus epsilon f' de x0. Donc c'est bien évalué pour la valeur moyenne, d'accord? Pour le point moyen. Donc ceci est bien évalué à la fin en lambda 0, d'accord? On fait le calcul pour lambda 0 à la fin. Voilà, et donc maintenant je peux regrouper les termes. Bon, la longueur étant positive, je peux la rentrer dans la valeur absolue. Et ça fait lambda sur c. Plus exactement, je vais écrire ça un peu différemment. La longueur, forcément, plus la fibre est longue, plus ça va créer un écart temporel. Plus il y a un écart important de longueur d'onde, vu que dans le milieu, les longueurs d'onde se propagent différemment, forcément, si elles sont plus différentes, elles vont se propager plus différemment a priori. Et le dernier terme, moins lambda 0c fois d carré ne sur d lambda 0 carré. Bon, ça, c'est ce qu'on a considéré qu'on appelait dc. D'accord? Voilà. Donc finalement, vous avez bien, ça c'est la dispersion chromatique, et vous avez bien le résultat, la longueur fois delta lambda fois la dispersion chromatique. Forcément, plus il y a une dispersion importante, plus l'écart temporel sera grand. Mais si on revient sur ce calcul, d'accord, donc partir de l'idée que l'écart temporel, c'est la différence des temps, les temps c'est la longueur sur la vitesse de groupe, et simplement là il y a une petite astuce parce qu'on trouve une fonction évaluée en deux points voisins, donc c'est un peu plus rapide de dire que finalement cette fonction évaluée en deux points voisins, elle s'approxime pour delta lambda très petit devant lambda par la dérivée fois l'écart en delta lambda. Vous assimilez la dérivée au taux d'accroissement. Et comme ça, ça réduit le calcul. On peut bien sûr tout calculer, hein, mais c'est un peu plus long. Si on développe tout, c'est un tout petit peu plus long. Donc là, c'est un peu plus rapide pour terminer le calcul. Alors, je vous pose une autre question. En fait, ce qui va se passer, c'est que si maintenant vous mettez différents morceaux de fibres à la suite, une première fibre de longueur L1 qui a une dispersion chromatique DC1 et une seconde fibre de longueur L2 qui a une dispersion chromatique DC2, quel est l'écart temporel? Alors, il faut faire attention que ça veut partiellement se compenser. Imaginons que ici, vous ayez, en prenant un exemple, vous avez par exemple un DC1 positif et que vous ayez un DC2 qui est négatif à la longueur d'onde souhaitée. Vous voyez que les effets peuvent se compenser finalement. Là, par exemple, le signal de plus grande longueur d'onde ira dans la première fibre par exemple plus vite et il sera ralenti dans la seconde. Donc finalement, les effets peuvent se compenser. Donc attention lorsque vous faites le calcul. Il faut bien ajouter les effets et la valeur vous la prenez la valeur absolue, vous la prenez à la fin simplement pour dire que l'écart est positif, mais il faut bien additionner les grandeurs algébriques, d'accord? Donc l'écart total, il sera bien sûr proportionnel à delta lambda qui est commun aux deux, d'accord? Et ensuite vous mettrez valeur absolue de en fait donc le L1 fois DC1 plus L2 fois DC2. En fait, la valeur absolue, encore une fois, elle est juste là pour dire que le delta t, à la fin, il est pris en valeur absolue. Il est pris, par exemple, il y a un écart temporel de 3 microsecondes. Mais
il faut bien considérer que sur chaque portion, eh bien, c'est comme si deux personnes courent, hein. Si sur la première portion, là, une personne est plus rapide et après c'est l'autre personne qui est plus rapide, eh bien, les écarts vont se compenser partiellement. Donc il faut bien écrire ça comme ça. S'il y a des signes différents pour les d de c en fonction de la longueur d'onde, vous aurez en conséquence des compensations qui vont se produire. Et c'est en fait ça qui est utilisé concrètement. Ce qu'on fait concrètement, parce qu'on va voir qu'il va y avoir une dispersion qui est finalement assez importante, et donc on va mettre un premier type de fibre de telle longueur, ça va créer une dispersion, on atteindra la dispersion limite, on va y arriver. Et ensuite l'idée, ça va être en fait de mettre un petit morceau, que j'ai ici mis en bleu ciel, plus court que le premier, qui va compenser et qui va en fait recondenser l'impulsion. Donc l'impulsion, dans un premier temps, elle va s'étaler du fait de cette dispersion. Et ensuite, vous mettez un morceau de fibre qui a en fait une dispersion chromatique inverse, ce qui reconcentre en fait l'impulsion, et ainsi de suite. Alors l'émission de la transmission, l'idée c'est que vous avez un delta t qui apparaît, bon, par exemple celui-ci, et le problème c'est que si delta t devient de l'ordre de t, eh bien vous commencez à mélanger les impulsions. D'accord ? Donc le problème, vous ne savez plus vraiment ce que vous envoyez. Donc l'idée c'est que si vous avez le delta t, pardon, si vous obtenez un delta t qui est, disons, de l'ordre de t, et bien après il y a un mélange des impulsions et vous ne pouvez plus vraiment savoir ce que vous envoyez. D'accord ? Il y a le risque en fait que quand, dans une impulsion, vu que vous avez en fait, on peut reprendre l'idée, mais c'est comme si vous avez voilà, deux impulsions comme ceci, et vu que dans l'impulsion toutes les longueurs d'onde ne vont pas à la limite, parce qu'il faut bien comprendre que cette impulsion-là contient toutes les fréquences. Donc ce que vous allez avoir, je vais appeler cette impulsion-là 1 et cette impulsion-là 2. Ben, si les deux, c'est avec un écart temporel qui est de t, vu que les différentes impulsions vont avoir tendance à s'élargir, comme ceci en sortie, donc ça c'est en sortie, ça c'est l'impulsion 1 et ça c'est l'impulsion 2, eh bien, on voit que si les impulsions s'élargissent, d'accord, elles vont se mélanger. Donc l'idée, il ne faut pas qu'elles s'élargissent plus que l'écart entre elles, sinon elles viennent à se mélanger. Donc ça, c'est le critère, disons, le plus large qu'on peut penser, mais au-delà de ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Voilà, d'où l'idée nécessairement de les recompacter. Voilà. Mais il faut bien comprendre que dans chacune des impulsions, vous avez les différentes longueurs d'onde émises, c'est ce qui fait que vous avez un étalement de l'impulsion 1 et de l'impulsion 2, qui finalement, après on n'arrive plus à voir si c'est une seule impulsion ou deux impulsions distinctes. Alors là, dans l'exercice pour finaliser, on prend une contrainte un peu plus forte. Ils imposent en fait une condition où pardon. Hop, on va changer ça, ça ne sera pas très homogène, d'accord. Ici, on met ça comme contrainte au lieu de prendre... On prend delta taux limite, ils le fixent au dixième de t, donc là ils prennent un critère plus strict. On vous dit que le delta lambda vaut lambda 0 carré f sur c et on veut déterminer le L limite. Donc l'idée c'est que simplement, vous écrivez simplement que delta taux limite, ça sera le delta lambda fois L limite fois le D de C qui est imposé, d'accord, limite, et donc en imposant que ça fait 1 dixième de T, comme ceci, ce qui fait aussi 1 dixième fois 1 sur F, et si je remplace delta lambda par son expression, ça fait lambda 0 carré FC L limite fois D de C. Et donc au final, ça me donne que la longueur limite que je peux m'autoriser pour cette fibre, sans que les impulsions, disons, se mélangent de façon trop significative, si je considère le résultat qui est encadré ici, voilà, ça me donne un L limite qui va faire, donc je remonte C au numérateur, et j'obtiendrai tout le reste au dénominateur, donc j'aurai le lambda 0 carré, j'aurai D de C, j'aurai également le 10, ça c'est le critère, et F. Donc voilà pour et F carré, pardon, qui apparaît ici. Donc voilà l'idée, d'accord, pour le résultat L limite, C sur 10F carré, lambda 0 carré, DC. En particulier, vous voyez bien des choses assez évidentes, c'est que si la dispersion chromatique augmente,
forcément, si les différentes longueurs d'onde se propagent à des vitesses qui vont être encore plus différentes, si les vitesses de groupe sont d'autant plus différentes que les longueurs d'onde sont différentes, forcément que vous avez moins de possibilités de parcourir sur une grande longueur. Et pareil, si vous augmentez le débit, ça réduit la période T, donc ça va réduire la possibilité de propager lent, parce que plus rapidement, vous aurez plus rapidement une dispersion temporelle qui égalisera T ou qui vaudra, disons, son dixième. Donc voilà pour un peu la dépendance qui semble assez naturelle. Et si je fais l'application numérique pour terminer, on va avoir L limite dans cette contrainte-là, encore une fois. Hein, ça sera 3 fois 10 puissance 8. Lambda 0 carré, c'est 1,5 fois 10 moins 6 au carré, d'accord, en micromètres. Ensuite, on prend 10. Le F, je crois qu'il est fixé autour de 10 gigabits, si je me souviens bien. Donc, ça doit faire 10 puissance 20, parce qu'on doit avoir, en fait, ici, on doit avoir, je pense, 10 gigabits seconde, donc 10 puissance 10 au carré, donc 10 puissance 20, qui sont ici. Et enfin, il y a D de C. Et alors, D de C, il est ici, donc il faut faire un peu attention ici, ça fait 17. Picomètre, ça en fera 10 moins 12. Et enfin, vous aurez les nanomètres qui font 10 moins 9 et les kilomètres qui font 10 puissance 3. Et tout calcul fait, on arrive finalement à peu près à 7,3 km. Donc ça veut dire qu'avec ce modèle-là, en fait, tous les 10 km de fibre, vous êtes obligé de, voilà, ça ce serait votre fibre verte, et tous les 7-10 km, vous êtes obligé de remettre une petite partie bleue qui a une dispersion opposée qui vient en fait recompacter votre onde pour éviter un mélange trop important des signaux. Voilà, je vous remercie pour ce petit développement.